chers Sénégalais de la diaspora, comme de notre très cher pays, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour procéder à des échanges. La question, je devais dire plutôt la réponse à la question de la malédiction et de la bénédiction, qu'est-ce qu'on préfère? Va de soi. Tout être humain, mentalement équilibré, préfère bien entendu de la bénédiction à la place de la malédiction. Mais pourquoi cette question? Parce que beaucoup d'écrits ont été faits sur le bénéfice ou les avantages que rapporteraient des ressources minières à certains pays, surtout à nos pays, nos pauvres pays africains. L'exemple du Nigeria est là. Un pays, le pays meilleur producteur de pétrole du continent africain, mais tout le monde voit l'extrême instabilité, l'extrême manque de sécurité qu'il y a dans ce pays. Des enlèvements d'écoliers, et même d'élèves officiers de l'armée, dont leur académie a été attaquée où on avait tenté d'amener des officiers en formation. On a tenté de les emporter, de les prendre en otage. Ce cycle infernal semble insoluble pour les autorités nigérianes actuelles. Tout ça, c'est quoi? C'est la conséquence des mauvaises gestions des ressources qui se sont succédées de la part de tous les régimes qui sont succédés au Nigeria depuis leur indépendance. Ici au Sénégal, cet émirati aux zircons, pétrogazier, la situation est pareille à celle que l'on connaît au Nigeria, que l'on voit au Nigeria. Encore que les prises d'otages n'ont pas encore commencé ici. Mais on ne va pas être très optimiste en croyant que l'enfer du Nigeria, c'est le Nigeria, c'est pas le Sénégal. Mais le Sénégal est sur cette voie. D'abord, si l'on fait le parcours des pays du Golfe, là où il y a des émirats pétroliers, tout le monde a vu le bénéfice que ça a procuré à beaucoup de citoyens de ces pays, aux citoyens de ces pays. Des voitures, pratiquement tous les citoyens sont véhiculés. Des problèmes de délestage d'électricité, de manque d'eau ne se posent pas là-bas, même s'ils sont dans des déserts. Malheureusement, chez nous, tel n'est pas le cas. On a du gaz. On me dira, oui, peut-être que la production de pétrole n'a pas encore commencé, mais la production de gaz a commencé. J'en veux pour preuve le fait qu'il y ait une explosion, un incendie dans un puits. Je ne sais plus si c'était un Gadiaga ou c'était le puits de gaz. La production de gaz a commencé. Mais est-ce que vous avez vu le prix du gaz là diminuer au Sénégal? Non, du tout. Le prix qu'il avait depuis 2012, c'est le prix qu'on lui connaît toujours. Le prix n'a pas chuté. Malgré que le Sénégal ait du gaz. Contrairement au Mali, le prix du gaz est beaucoup plus cher au Sénégal qu'au Mali. Le prix de l'électricité même est plus cher au Sénégal qu'elle ne l'est au Mali. Et même le prix des diesel, etc. C'est moins cher au Mali qu'il ne l'est au Sénégal. Et donc, qu'est-ce que le fait qu'on ait des ressources gazières, qu'est-ce que cela nous a permis à nous citoyens sénégalais? Ça n'a fait qu'accroître nos malheurs, puisque de toute façon, on connaît l'inflation galopante qu'il y a au sein des produits qui se vendent ici dans notre pays. Le ciment, les médicaments dont ils avaient dit qu'ils avaient trouvé un accord avec les pharmaciens pour revenir sur la hausse qu'ils avaient faite. Là, on a vu les prix de beaucoup de médicaments augmenter, malgré cet accord qu'ils avaient chanté sur tous les toits, selon lequel ils revenaient sur les hausses qui avaient été faites. Ça fait de cela un mois et demi, je ne sais plus 2 mois. Bref,
Tout est cher dans notre pays. Tout est cher dans ce pays qui est habité par 17 millions de chômeurs, 17 millions de misérables, qui ont tout fait pour chercher, pour trouver du travail, mais qui n'en voient pas. Parce que, tout simplement, au Sénégal, il n'y a pas d'usine. Donc cet émirati pétrogazier qu'est le Sénégal, c'est aussi l'émirat des misérables, l'émirat de la pauvreté. C'est triste qu'on ait affaire à un tel constat dans notre pays. Le pétrole et le gaz, nous on n'en a pas vu la saveur ni la couleur. Pourquoi? Parce que déjà, même pour les emprunts massifs auxquels a procédé le gouvernement de Macky Sall, prétendument pour faire des investissements de grands travaux, je ne sais plus quoi, pour répondre à leur slogan, je ne sais, le slogan, j'ai oublié même le slogan, tellement que je suis dépité par ce slogan qui cache en réalité tout le contraire de ce qu'ils disent. Mais bref, le Sénégal s'est endetté de façon inexplicable. Et les Sénégalais n'ont pas vu la couleur de l'argent de cet endettement-là. Parce que on n'a pas de nouvelles écoles, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de médecins, on n'a pas d'infirmiers, on n'a pas d'enseignants. Et les salaires même de ces derniers sont des salaires plus que misérables. J'en ai parlé ici à plusieurs reprises dans YouTube. En parlant des inégalités salariales qu'il y a ici, dans notre pays. Et c'est le gouvernement de Macky Sall. Je dirais pas qui est responsable de tout cela. Le gouvernement Macky Sall n'a fait suivre en cela que le gouvernement de Abdoulaye Wade et d'Abdou Diouf, qui avait déjà commencé à créer l'apartheid au sein du Sénégal. Un apartheid salarial. Ceux qui ont les gros salaires, qui sont corruptibles. De gros salaires au niveau de la magistrature. Un magistrat qui touche plus que son professeur d'université. Qui touche pratiquement 3 fois le salaire de son professeur d'université. Des inspecteurs des impôts et domaines qui ont étalé la corruption au niveau du foncier sénégalais. Au niveau du foncier sénégalais, la corruption n'a jamais atteint un tel degré de cynisme. Et c'est les gens, ces inspecteurs des impôts et domaines et les gars des impôts et domaines qui sont derrière tout ça. Bien sûr, avec la complicité de l'État qui tire les ficelles derrière. On sait que les pauvres Sénégalais n'ont pas les moyens, même les enseignants, les autres, n'ont pas les moyens de se payer des terrains. Pourquoi? Parce que on a ouvert la voie à ce qu'il n'y ait que les spéculateurs fonciers qui puissent s'approprier des terrains et le garder un certain temps, faire des spéculations là-dessus et vendre ça au triple, au quadruple ou au même décuple du prix auquel ils ont acheté ça. Ce qui n'est même pas normal pendant que beaucoup de Sénégalais n'ont pas de terrain. Alors que le terrain, le foncier est une propriété des Sénégalais, n'est pas une propriété des spéculateurs. Mais les régimes qui sont succédés en ont fait une propriété des spéculateurs. Et ils n'ont pas soucié, lorsqu'à Thiès, dans ma chère ville, des gens qui étaient en bourgade, ils les ont délogés en rasant leurs maisons avec des bulldozers. Même le régime d'apartheid, des Picbotans là, n'aurait pas fait preuve d'un tel cynisme vis-à-vis des citoyens. On a rasé complètement leurs maisons que de paisibles et humbles citoyens avaient construit. En disant que oui, ils n'ont pas le droit de construire là-bas. Alors que les impôts et domaines, le travail qu'ils auraient dû faire, c'était de contrôler quelqu'un qui a déjà un terrain. Pourquoi peut-il en avoir un deuxième? C'est pas normal. Tandis que d'autres Sénégalais ne sont pas là. Et puis le Sénégal ne s'arrête pas en 2021, ne s'arrête pas en 2030 non plus. Le Sénégal, c'est pour tous les Sénégalais. Déjà à Dakar, il n'y a même plus de terrain disponible pour nos enfants ou nos petits-enfants. Au nom de quoi? Parce que ces derniers ont permis que la spéculation foncière se développe à un rythme effréné. Pour leur compte, bien entendu. Ils ont rasé des hectares de forêt à Dakar, le long du littoral, rien que pour se permettre ce plaisir d'avoir des terrains là où les Sénégalais s'enfoncent et courent davantage sous la misère. Et qu'on ne dise pas que c'est une démocratie, si c'est ça la démocratie, cette démocratie, je crache dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo?
où le même président est venu, ils ont pillé tout le Congo. Le Congo même n'a même pas, alors que le Congo aussi a énormément de pétrole et a du bois, a même aussi des barrages. Mais le Congo n'a même pas les moyens maintenant de gérer le Congo. C'est pourquoi souvent des émeutes éclatent là-bas. Etc. Et dans d'autres pays qui ont été gérés de la même façon, on a vu ce qui s'est passé. Et le Sénégal fait partie de cette équipe où il y a de mauvais dirigeants qui ne songent qu'à leur poche, qui ont été victimes même de leur cynisme narcissique exagéré, où ils ne font que prendre des sous de jour tous les jours qui passent, ils font enfler leur compte bancaire dans les paradis fiscaux. Parce qu'on sait que c'est là-bas qu'ils gardent leurs sous. On sait qu'ils ont le moyen de le faire parce qu'ils voyagent souvent en avion avec les avions privés, qui vont leur contrôler avec le passeport diplomatique, etc. Ils vont dans les paradis fiscaux où ils mettent l'argent des Sénégalais qui sont là en train de se demander mais à quoi sert le zircon? À rien du tout. Le zircon sert à enrichir et à corrompre ceux qui sont en haut, ceux qui sont déjà corrompus. Il n'y a que la corruption qui vaille ici au Sénégal, dans ce pays. La corruption a réduit ce pays-là en un... C'est même pas un État. Et les dangers que nous guettent sont nombreux. Parce que plus la corruption est dans ses tentacules calamiteuses, mais plus les révoltés vont devenir nombreux. Et si les révoltés deviennent de plus en plus nombreux, leur secours, eux, ils ne vont pas dire que oui, nous allons attendre Dieu. Ce n'est pas le paradis qu'ils vont attendre, c'est ici sur terre qu'ils vont régler ces contradictions. Et on risque de plonger dans la même crise dangereuse dans laquelle se situent des pays comme le Mali, comme le Burkina et le Niger. C'est ce qui nous attend. Parce que ceux qui sont là s'entêtent et s'obstinent à piller nos ressources, alors qu'on devient de plus en plus riche, l'or, le zircon, le pétrole, le gaz, etc., le poisson, ça ne nous sert à rien. C'est pour eux uniquement. Chers compatriotes sénégalais, il faut qu'on soit conscient que ce que nous appelle, c'est le devoir de patriotisme. Le devoir de patriotisme nous appelle et nous interpelle. Ceux qui sont en train de piller aujourd'hui, qui ne se fassent pas d'illusions, que la loi le permette ou pas, on les sanctionnera et ils seront emprisonnés, ils rendront le sou jusqu'au dernier centime lorsque un pouvoir patriotique, je parle bien, je pèse mes mots, je dis lorsqu'un pouvoir patriotique remplacera celui des valets qui sont là pour gérer les intérêts français. Les valets des Français, une fois qu'on les balayera du pouvoir, s'il y a un pouvoir patriotique qui les remplace, je dis bien, s'il y a un pouvoir patriotique qui les remplace, ces gens-là, ils crouleront en prison et nous rembourseront nos sous. On n'a pas à recevoir, on n'attend pas du tout d'injonction ou bien de conseils de la part de tout là qui sont là-bas, que oui, ça c'est de l'injustice, ça. On les fera juger, on récupérera nos sous. Les Toubab, s'ils peuvent, ils collaborent, ils nous renvoient les sous qu'ils ont volés, parce que la France est en train de le faire. Hein. La France, rien que pour rentrer dans les bonnes grâces de Paul Kagame du Rwanda, est en train de chercher à emprisonner, à faire un procès contre l'ex-dame de Julian Habyarimana, qui était le dictateur rwandais. Ils sont en train de faire. Ils l'ont fait aussi contre le fils du président de la Guinée équatoriale. Et donc, pourquoi? On les interpelle hein, parce que le précédent crée la loi. Si demain le Sénégal s'en il faut qu'ils nous rendent les sous que ces derniers ont planqués là-bas. Si c'est des maisons, on est en droit, on va vendre ces maisons pour rapatrier les sous ici. Mais ces bandits, ces bandes d'escrocs et de brigands qui nous ont amenés à augmenter de façon exponentielle notre dette, l'amener à plus de 10 000 milliards de francs CFA. Alors qu'en 2005, la dette était autour de 1900 et quelques milliards de francs CFA. Vous vous rendez compte? Là, pratiquement la dette n'est pas loin du PIB produit au Sénégal chaque année. Ces gens-là, on les traquera, on les poursuivra, ils nous rendront nos sous jusqu'au dernier centime et ils couleront le restant de la vie certainement, le restant de leur vie certainement dans les prisons de Rebeuss où ils envoient d'autres Sénégalais. Mais chers compatriotes, tout récemment,
pour passer à autre chose, tout récemment, l'IPCC, l'IPCC comme ils disent, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, a émis son rapport. Un rapport qui n'est pas surprenant. Il y a 195 gouvernements mondiaux, dont celui du Sénégal, ont signé ce rapport de l'IPCC, du GIEC, je crois, groupe inter-État sur le climat, sur le changement climatique. Ben, c'était 234 experts qui ont, dans tous les domaines, qui ont écrit le rapport et des gouvernements ont signé, ont reconnu les recommandations de ces derniers. Mais ce qui se passe au Sénégal, il est facile de signer. Comme le font nos États depuis fort longtemps, ils signent des accords mais qui ne les lient à rien. Ils signent des conventions, ils signent des textes. Ça ne leur empêchera pas de faire ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils veulent faire. Même si c'est en violation de ce qu'ils ont signé, ou bien des accords, ou des conventions, ça ne les intéresse pas. De toute façon, ils sont couverts par ceux qui sont en Occident, la métropole française, dont ils gèrent les intérêts. Mais, je veux dire que ce rapport a exagéré, c'est-à-dire c'est ce rapport par rapport au celui de 2013, qui était l'avant-dernier rapport. Mais il est dit que la planète a atteint un point pratiquement de non-retour. Que les émissions qu'on fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si on ne les arrête pas, on doit les arrêter. Et pour les arrêter, pour atteindre le niveau de 1,5 degré au-dessus, je ne sais plus de la température qu'il faisait avant la révolution industrielle, qu'il faut que c'est maintenant qu'on doit commencer à prendre des mesures drastiques pour aller dans ce sens. Augmenter drastiquement le nombre, augmenter sensiblement le nombre de voitures électriques, réduire drastiquement la consommation de gaz à effet de serre. Et c'est donc planter aussi des arbres, un peu partout, parce que les arbres sont des puits à carbone, les arbres chlorophylliens. Donc il faut qu'on en parle, qu'on en plante un peu partout. Parce que au niveau de l'Antarctique, les glaces sont en train de fondre. Et le niveau de la mer, le niveau de l'océan va augmenter de 1 mètre, je ne sais plus 60, 1,66 mètres. Si vous préférez 160 cm. Et que Dakar est une ville côtière. Dakar étant une ville côtière, le niveau de l'océan qui augmentera au niveau mondial, ça va impacter aussi sur Dakar. D'où des inondations qui augmenteront davantage à Dakar. Qu'on se fasse la division. Donc, pour éviter ce scénario catastrophe, calamiteux, il faut que les Sénégalais aussi se sentent concernés. On doit poser des actes allant dans ce sens. Mais ce qu'on voit ici, du moins je parle de la ville de Thiès que je connais, puisque c'est ma ville, mais il y a des rues, il y a des routes, énormément de routes à Thiès où il n'y a même pas un arbre qui pousse. Et ça c'est gravissime. Beaucoup de commerçants à Thiès, devant leur magasin, dans les caisses qui étaient devant chez eux, ils les ont rasés. Pourquoi? Pour permettre à leur magasin d'avoir une certaine vue pour les clients. Ce faisant, on est en train de réduire l'absorption du dioxyde de carbone atmosphérique, parce que les arbres qui étaient là pour les absorber, on les a réduits, on les a plutôt rasés, avec la complicité bien entendu des directions des eaux et forêts, puisque c'est elles qui octroient ces permis. Il y a même une route à Thiès qu'on avait baptisée rue sans soleil maintenant, où c'est le soleil qui parade, les rayons solaires paradent maintenant. Mais il faut que nous aussi nous pesions la part de notre responsabilité. Il faut qu'on se mette, même si dans nos maisons nous avons un peu d'espace, planter quelques arbres. Et sur nos routes, essayer de nous entendre dans les quartiers pour planter des arbres. Et demander aussi à ce que les services des eaux et forêts arrêtent l'octroi indu. Parce qu'ils ne sont pas là pour octroyer des permis de raser des arbres. Au contraire, c'est le contraire qui aurait dû les intéresser. Dire que non, les arbres, on les protège. S'ils ne protègent pas les arbres, qui va protéger les arbres? C'est les services des eaux et forêts. Mais malheureusement, c'est eux qui délibérément accordent des permis de raser des arbres. Alors que notre pays n'a même pas d'arbres. Et chaque année, on perd 40 000 hectares de forêt. D'après les statistiques même de Wikipédia. Je crois communiqué par le gouvernement sénégalais. 40 000 hectares de forêt chaque année. Vous vous rendez compte? L'équivalent de combien de stades de football? Je ne sais plus, c'est 100
je ne sais plus, 100 stades, je ne sais plus, de football. Donc l'équivalent de 100 000, je crois, stades de football chaque année, terrain de football chaque année. Mais vous vous rendez compte? C'est ce qu'on perd chaque année au niveau de nos forêts. Et ensuite, dans nos villes, là, il n'y a pratiquement plus d'arbres. C'est comme disait le Bob Marley, c'est du concrete jungle. Une jungle de béton qu'on a maintenant au Sénégal. Des villes, des bâtiments, des immeubles en béton. C'est ça qui prend la place des arbres qui auraient dû être là. Mais c'est triste et c'est délicat. Ces inondations dont on se plaint, certes, les gouvernements n'en parlons pas. Le gouvernement n'a jamais pris sa responsabilité concernant quoi que ce soit dans notre pays. Et surtout, ce gouvernement-là en est l'exemple le plus flagrant et le plus patent. Et le plus écœurant. Mais aussi, il faut reconnaître notre part de responsabilité dans ce qui est en train de se faire. Donc, chers Sénégalais, essayons d'avoir conscience du fait que c'est la nature. Tout ce que nous prenons là, c'est la nature qui nous permet de l'avoir. Si maintenant on n'a plus d'arbres, il y aura plus de chaleur, bien entendu, parce que le soleil va taper directement sur tous les bâtiments là, sur tous les murs et sur le sol. Le sol va absorber la chaleur envoyée par les rayons solaires. Et qui va transformer, le sol ils se seront transformés plutôt en rayons infrarouges. Et ces rayons infrarouges là vont attaquer les murs. Les murs vont dégager ça sur nous. Ce sera la chaleur ininterrompue qu'on aura parce qu'on n'a plus d'arbres pour absorber le dioxyde de carbone qui est de plus en plus présent, lourdement présent dans l'atmosphère. Il n'y a pas d'issue à cela, à cela. S'il vous plaît, chers camarades, chers compatriotes, soyons raisonnables. C'est nous-mêmes qui pouvons poser nous-mêmes. Nous ne reportons pas tout le temps nos fautes sur les autres. Il y a des actions qu'on peut prendre à notre niveau, individuellement. Il faut qu'on les prenne. Et ensuite, s'il y a lieu de dénoncer les directions des eaux et forêts et d'autres directions qui commettent de la corruption ici, le faire aussi. Il y a lieu, je trouve, au Sénégal de dénoncer les impôts et domaines. Il y a lieu d'organiser des marches contre cela. C'est plus pertinent que d'organiser des manifestations qui n'ont aucun sens. Il est plus pertinent d'organiser des manifestations contre les impôts et domaines. La façon dont les terrains sont gérés, il faut qu'on dise net à cela. On a le droit de le faire. Et on doit le faire. On a le droit et on a la force pour faire cela. Pour nous faire entendre. Et ensuite, qu'on réduise les salaires de tous ces corrompus qui sont au niveau de ces impôts et domaines ailleurs. Douane ailleurs, qui ne protègent même pas notre économie. La douane ne protège même pas notre économie. On sait comment ça se passe là-bas au niveau de la douane, au niveau du port, etc. ailleurs. Et pour le Covid-19, chers camarades, si vous estimez que, chers compatriotes, parce que si vous estimez que vous êtes au paradis, c'est votre affaire. Mais en tout cas, le Covid-19 tue. Ce n'est pas les chiffres mensongers, baissiers, mensongers de l'État là qui vont dire le contraire. Pendant que la planète prend des mesures, les gens qui ont des moyens là ne sont pas protégés. Ce n'est pas nous là, les autres pauvres, qui n'avons même pas les moyens de nous faire des vaccins. Ce n'est pas nous qui serons protégés là où les autres ne le sont pas. Merci, chers compatriotes de l'émirat pétro-gazier du Sénégal, avec 17 millions de pauvres.